Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Les changements climatiques constituent un problème d'environnement global, qui est soumis au régime de la coopération multilatérale et du droit international en raison de leurs effets néfastes planétaires. En effet, la pluralité des ordres juridiques est sous-tendue par l'internormativité. Les interrelations ou interactions entre systèmes juridiques sont telles que l'ordre juridique étatique est donc pris en tenaille entre des ordres juridiques infra-étatiques, fondés sur des solidarités partielles ou locales, et des ordres juridiques supra-étatiques, nés de l'émergence de communautés plus larges, régionales, par exemple l'ordre juridique européen ou mondial, ordre juridique international. Cependant, la présente étude s'attachera à analyser l'influence du droit international des changements climatiques, DICC, sur le droit de l'environnement l'Union européenne, UE. À cette fin, il sera question de situer le droit international des changements climatiques dans le droit international de l'environnement, dit, et le droit international public général, comme une discipline juridique à la recherche d'un cadre de mise en œuvre. Étant entendu que les États souverains appelés à introduire ce droit dans leur droit interne, à lui donner pleins effets et à le mettre en application, sont réticents à le faire pour des raisons notamment juridiques liées aux insuffisances intrinsèques du droit international, le droit des souverains égaux sans juridiction obligatoire, politique, manque de volonté politique, et économique, technique et technologique. Alors, il est apparu nécessaire d'intégrer le DICC au droit de l'environnement de l'Union européenne. 2. Surtout que celle-ci est partie aux conventions et accords climatiques multilatéraux au niveau mondial en qualité d'acteur global et a inscrit les changements climatiques dans le traité modificatif de décembre 2007. En effet, les normes environnementales de l'UE figurent parmi les plus strictes au monde. Depuis les années 1970, sous l'influence du droit international, l'UE a progressivement mis en place le droit européen de l'environnement destiné à protéger l'environnement. La politique environnementale de l'UE contribue à protéger le patrimoine naturel européen, encourage les entreprises à rendre plus écologique l'économie, préserve la santé et le bien-être des personnes vivantes sur le territoire européen. Bien que le droit européen de l'environnement soit parmi les plus élaborés, les plus rigoureux et les plus stricts au monde, l'Union européenne ne s'est véritablement engagée dans la lutte contre les changements climatiques qu'après l'adoption du cadre juridique international en la matière. Si cette situation s'explique par la prise de conscience tardive internationale et européenne du réchauffement climatique planétaire, la consécration rigoureuse du droit européen du climat, son développement et son évolution ont été influencés par le droit international climatique. Mark Palmartz constate qu'avant l'adoption du régime international sur le climat, l'Union européenne n'avait aucune politique de lutte contre les changements climatiques. L'auteur a démontré comment le droit international relatif au climat a grandement influencé l'élaboration des normes juridiques de l'UE en la matière. Il en résulte que le bloc conventionnel sur le climat a produit de réels effets juridiques en droit européen de l'environnement. Il a donc servi de cadre juridique de référence à l'action législative et à la politique climatique européenne. Cette intégration juridique des changements climatiques dans le droit primaire européen, comme une priorité et un objectif de la politique de l'Union, fait d'elle un acteur exemplaire en matière de lutte mondiale contre le réchauffement planétaire et mérite une étude originale. Pour la professeure Catherine Roche, le droit de l'Union européenne relaie efficacement les conventions internationales climatiques et définit les normes dans ce domaine. D'ailleurs, si la non-réciprocité, la primauté et l'effet direct le transfert de compétences à une organisation internationale sont connus en droit international, force est de constater que l'effet direct y est exceptionnel alors qu'il est la règle en droit de l'Union. De même, le caractère facultatif de juridiction obligatoire en droit international et de règle en droit de l'Union européenne, UE. Ce droit européen qualifié de super-étatique, ou supra-étatique, est un ensemble au champ spatial d'application limité propre à l'UE. Le faible degré d'homogénéité politique de la communauté internationale ne lui permettrait pas de se doter d'une organisation institutionnelle détachée des États. Dès lors,
La réception du droit international des changements climatiques dans le droit européen de l'environnement permet de contourner toutes les difficultés relatives à l'application de ce droit, de le rendre obligatoire dans tous les 28 États membres de l'UE et dans leurs relations avec les États tiers. En effet, contrairement au droit international des changements climatiques qui ne dispose pas encore d'une véritable agence internationale de l'environnement pour garantir la mise en œuvre et l'application des traités environnementaux, ni de juridiction obligatoire pour sanctionner sa violation, le système juridique européen est fondé sur une juridiction obligatoire, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, ex-Cour de justice des communautés européennes, clé de voûte de l'intégration européenne. Ces spécificités du droit de l'Union européenne, UE, justifient le choix de notre sujet de recherche et nous permettent de définir la problématique de l'étude et de disposer d'éléments théoriques et méthodologiques. 3. Pour mesurer l'influence assimilable au concept d'effectivité et d'efficacité du DICC. 1. Le DICC, une branche du droit international public à la recherche d'un cadre de mise en œuvre. Le droit international public, DIP, est défini comme l'ensemble des règles juridiques qui régit la société internationale qui est par nature une société anarchique, une société des souverains en théorie égaux. Pour la professeure Catherine Roche, le droit international public a pour objet de réglementer les relations au sein de la société internationale qui est une communauté hétérogène, décentralisée, conflictuelle mais marquée par une volonté de créer des solidarités. Le DIP est distinct du droit interne ou national de par leur cadre d'intervention. La société internationale est celle des États souverains, alors que la société nationale est composée des individus habitant sur un territoire déterminé et soumis à un pouvoir politique organisé. De ce fait, l'effectivité du droit international est soumise à un débat contradictoire. En tout état de cause, le droit international public se compose du droit international institutionnel, droit des organisations internationales intergouvernementales, et du droit international matériel, à savoir, le droit de la paix et de la sécurité internationale, le droit des conflits armés, le droit du désarmement, le droit de la responsabilité internationale de l'État, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit international économique, le droit des traités, le droit diplomatique et consulaire, le droit de la coopération internationale, le droit de la mer, le droit des espaces, le droit des canaux, lacs et fleuves internationaux, le droit international du développement, le droit international de l'environnement dit qui nous concerne dans le cadre de la présente étude. En effet, le droit international de l'environnement est une branche du droit international public qui pour objet la protection internationale de l'environnement, lequel est par nature rétif aux frontières humaines. Cependant, le facteur explicatif majeur est plutôt à rechercher, à notre avis, dans le caractère finaliste du droit de l'environnement, trait qu'il partage avec de nombreuses autres disciplines juridiques nées depuis l'avènement du droit postmoderne, au sens où l'entend Jacques Chevalier. Le droit de l'environnement est, de fait, un droit relativement jeune qui apparaît dans les différents ordres juridiques au tournant des années 1960 et 1970. On considère généralement la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5 au 16 juin 1972, comme l'acte de naissance du droit international de l'environnement contemporain. En droit interne français, il s'agirait plutôt des deux grandes lois de 1976, l'une du 10 juillet relative à la protection de la nature, et l'autre du 19 juillet relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Au moment de définir ce nouveau droit, la doctrine dans sa grande majorité interniste comme internationaliste opte précisément pour un critère finaliste. Dans son manuel, le professeur émérite Michel Prieur rejette ainsi l'hypothèse que le droit de l'environnement ne soit que le droit relatif à l'environnement, et le définit au contraire comme celui qui par son contenu contribue à la santé publique et au maintien des équilibres écologiques. C'est un droit pour l'amélioration progressive de l'environnement ou droit environnemental. Dès lors, selon ce même auteur, il comporte une obligation de résultat. De façon analogue, au niveau international, Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier affirment que le droit international de l'environnement a pour objet de protéger la biosphère contre les détériorations majeures et les déséquilibres qui pourraient en perturber le fonctionnement normal.
Le professeur émérite Michel Prieur, dans un article consacré au principe de non-régression, affirme: le but principal du droit de l'environnement est de contribuer à la diminution de la pollution et à la préservation de la diversité biologique sans restriction territoriale puisque l'environnement n'a pas de frontières. Pour résumer, on pourrait dire que là où le droit interne de l'environnement poursuit essentiellement la protection de l'environnement national, le droit international de l'environnement, dit, vise quant à lui, la protection de l'environnement transfrontalier, régional et mondial. En tant que branche du droit international public, le DI bénéficie des mêmes caractéristiques que le DI. Le DI s'est donc développé à partir des différents secteurs de l'environnement et a atteint une ampleur considérable. Il peut être qualifié de discipline juridique dans la mesure où il comprend des sources, des procédures, des principes, des institutions, des obligations liées à un immense domaine spécifique dont les changements climatiques. Ainsi, le droit international des changements climatiques apparaît comme un élément spécifique du DI 1.1, qui est appelé à être mis en œuvre au niveau des États 1.2, mais qui rencontre des résistances 1.3 de la part des entités souveraines. 1.1. Le DICC comme élément spécifique du droit international de l'environnement. Au lendemain des deux guerres mondiales, l'institutionnalisation des relations internationales a progressivement conduit au développement de paradigmes et théories nouvelles, notamment le multilatéralisme et les régimes internationaux. Les organisations internationales et le droit international constituent depuis les manifestations les plus évidentes d'un XXe siècle marqué par le pluralisme juridique, l'internationalisation et la mondialisation des concepts juridiques. En effet, des facteurs de fond promeuvent le multilatéralisme. La densité croissante des interdépendances, liant de plus en plus les sociétés, la démocratisation multiforme, la juridisation du système international et le développement impressionnant du droit international, l'ouverture aux échanges internationaux, la mondialisation des problèmes sécuritaires, économiques, financiers, monétaires, sanitaires, environnementaux et écologiques. Ces défis planétaires réveillent et renforcent la conscience que l'humanité forme une communauté humaine, par-delà les frontières des États souverains. Les hommes, quel que soit leur pays d'origine, partagent la même planète, la Terre, un bien commun de l'humanité. Pour le professeur Oliver Barrière, le rapport à la Terre exprime le lien entre l'homme et la nature qui ne sont en rien dichotomies. Le sujet et l'objet ne font qu'un au sein de la biosphère. Face à ce constat de l'existence des liens inextricables et étroits entre l'homme et la nature, l'homme fait partie intégrante de l'écosystème, du développement des biens publics mondiaux, l'environnement, la terre, l'air, le climat, l'équité, la santé, la connaissance, la paix, le fonctionnement des marchés, et des maux publics à l'échelle planétaire qui n'épargnent aucun État et aucune communauté humaine, la survie et le développement, voire même le bien-être de l'humanité résidant dans la coopération internationale institutionnalisée et dans la solidarité internationale. De ce fait, des régimes soumettent les États à des normes unifiées sous le contrôle d'autorités internationales indépendantes, les organisations internationales intergouvernementales, OII, chargées de promouvoir des solutions coopératives à ces problèmes globaux dont les problèmes environnementaux et climatiques. En d'autres termes, l'État est en effet conduit à renoncer, fût-ce partiellement à l'unilatéralisme, à la coercition, voire à son unité de fonctionnement au bénéfice soit de mécanismes internationaux contraignants, soit de processus coopératifs, en vue de l'exercice de fonctions d'intérêt international. Ainsi, l'expérience montre que les risques et défis, systémiques, géographiques et ceux liés à la mondialisation, auxquels fait face la communauté mondiale ne peuvent être maîtrisés que par davantage de coordination, d'organisation et de gouvernance, ainsi que de solidarité internationale. En effet, la concertation et la négociation entre États-nations ont été depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, largement concentrées autour de trois questions centrales: le maintien de la paix dans le monde, la libéralisation des échanges et l'organisation du système monétaire international. Cette période de l'après-guerre était également marquée par la course effrénée au développement socio-économique et le productivisme industriel au mépris de la protection de l'environnement et du climat. La fin de la guerre froide a ouvert de nouveaux espaces à la négociation multilatérale jusque-là contrainte par les impératifs stratégiques des puissances HE accent aigu GE accent hégémonique.
Les perceptions de la sécurité par les États-nations se sont différenciées, aboutissant à un élargissement de l'agenda international, élargissement tout d'abord lié à l'irruption des questions environnementales. Depuis le premier sommet des Nations Unies sur l'environnement qui s'était tenu à Stockholm en juin 1972, un nombre croissant de problèmes a été identifié comme des problèmes communs, global issus, trous d'ozone, changement climatique, déforestation, perte de biodiversité, surexploitation des zones de pêche, pénurie d'eau, ont été mis sur la table des négociations internationales avec des degrés d'investissement divers. L'agenda post-guerre froide est bien celui de la reconnaissance des problèmes globaux et des difficultés de la communauté internationale à trouver les procédures, les institutions mais aussi les consensus pour les traiter. Cette communauté internationale devient au-delà de la mosaïque d'États-nations souverains, une communauté de problèmes communs. Inge Kohl, Isabelle Grunberg et Marc Astem parlent de biens publics mondiaux ou de maux publics mondiaux pour décrire et analyser les défis mondiaux contemporains dont l'efficience du marché, l'équité, la santé, la paix, la durabilité et la protection de l'environnement et du climat. L'utilité conceptuelle des biens publics mondiaux renouvelle non seulement la théorie de l'action publique collective et internationale, mais aussi leur portée politique. La solidarité internationale lue à travers la grille de biens publics mondiaux n'est pas une affaire de charité ou de générosité mais l'identification des intérêts communs et de partage de responsabilités. Dès lors, la perception ou la prise de conscience internationale des risques collectifs et globaux apparaît comme la motivation majeure d'une action collective internationale et permet de trouver de nouvelles sources de légitimité à ces actions qui impliquent des sacrifices en termes de bien-être. Le contexte de mondialisation amène en effet les sociétés humaines d'une part, à prendre conscience du haut degré d'interdépendance qui existe entre elles, et d'autre part, de la vulnérabilité de chacune aux mouvements ou aux forces globales qu'elle subit. Mais la question spécifique des changements climatiques suscite des comportements contradictoires qui mettent aux prises la lutte contre le dérèglement climatique planétaire, la promotion du développement durable, inclusif et participatif, le changement de paradigme économique passant de l'économie capitaliste productiviste, la marchandisation du monde, à la transition énergétique, à la croissance durable, verte, à l'économie circulaire. En tout état de cause, il est urgent pour la communauté internationale de prendre des mesures hardies et innovantes dans le sens de la réduction considérable des émissions de gaz à effet de serre, GES, principal responsable du réchauffement climatique, de la production et la consommation durable, de l'utilisation des écotechnologies, de la reforestation, de la promotion des technologies décarbonisées et des énergies renouvelables et de la réalisation d'économies énergie, efficacité énergétique, dans tous les secteurs, industrie, transport, agriculture, bâtiment. Ces politiques de lutte contre les changements climatiques doivent s'inscrire dans le cadre de la coopération internationale, à problème global, solution mondiale, dans une approche coordonnée et intégrée. L'environnement n'ayant pas de frontières, l'action des uns serait annihilée par l'inaction des autres. Ainsi, entre la recherche scientifique qui cherche à confirmer l'anthropisme climatique, réchauffement climatique anthropique, RCA, et l'économie capitaliste qui porte atteinte à l'environnement et provoque la détérioration du système climatique, le droit est appelé au secours, pauvre droit, intermède des forces, disait Paul Valéry, Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry 1871 à 1945. Instrument dérisoire face à la puissance du productivisme, face à ce système fondé sur la recherche du profit, la croissance quantitative, la conquête de parts de marché, le court terme, la domination sur la nature, la marchandisation du monde. Et pourtant, le droit si essentiel face aux mécanismes d'autodestruction, à condition que ce soit un droit de résistance et d'alternative, un droit contribuant à mettre en œuvre des moyens démocratiques, justes, pacifiques et écologiques. Dans ces instruments juridiques, le droit de l'environnement est un élément essentiel, avec divers niveaux géographiques, droits locaux, nationaux, continentaux, et droit international de l'environnement et climatique. C'est dans ce contexte qu'est né dans les années 90, sous l'inspiration des travaux du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, et de la pression et des cris d'alarme des organisations internationales non gouvernementales de défense de l'environnement,
le droit international des changements climatiques, DICC, dont effectivité reste à investiguer, à documenter et à démontrer au regard de son caractère récent et évolutif, de sa nature et de ses caractéristiques intrinsèques. En tant qu'élément spécifique du droit international de l'environnement dit, issu du droit international public, DIP, le droit international de lutte contre les changements du climat en possède la même nature et les caractéristiques similaires. La formation du droit international n'obéit pas à la logique centralisée, unilatérale et hiérarchisée qui est celle des ordres juridiques internes. Elle suppose la rencontre de volontés souveraines, égales et indépendantes. Le droit international est nécessairement voué à l'instauration de relations de tête-à-tête entre États souverains, dont ces derniers sont auteurs et destinataires. Ce mode d'action typique assigné au droit international interdit la production par une entité tierce aux États d'un droit opérant vis-à-vis d'eux sur le modèle hétéronome de l'acte unilatéral interne. Il s'ensuit qu'aucun d'entre eux ne peut être soumis contre son gré au droit que produit unilatéralement un de ses pairs, le droit public étant pour chaque État l'expression même de sa puissance. Ainsi, la souveraineté, propre à l'État seul, sujet originaire du droit international, est définie comme la qualité d'un être qui n'a rien en droit au-dessus de lui, ce qui exclut évidemment sa soumission à un être supérieur encore plus qu'à un égal. Si les organisations internationales, sujets dérivés du droit international, disposent à l'égard des États qui en sont membres de certains pouvoirs normatifs, ils ne font pas d'elles des super-États entretenant avec leurs membres un rapport hiérarchique, ni du droit qu'elles produisent les éléments d'un ordre juridique propre, supérieur à celui des États membres. Le droit produit par les organisations qui regroupent les États n'appartient pas à un ordre juridique nouveau auquel chacune d'elles offrirait un cadre institutionnel comme État le fait à l'ordre juridique interne. Cette conception est partagée par les tenants de la théorie du volontarisme juridique et de l'autolimitation de l'État, pour qui le véritable droit international ne dérive que de la volonté des États, même si l'objectivisme sociologique prend le contre-pied de cette théorie. Le droit international climatique comprend, entre autres, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Rio de Janeiro au Brésil et le protocole de Kyoto en 1997. Ces deux instruments juridiques internationaux qui sont entrés en vigueur respectivement le 21 mars 1994 et le 16 février 2005, constituent la réponse juridique des Nations Unies au dérèglement climatique planétaire. Dès lors, les États industrialisés se sont juridiquement engagés à atteindre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, GES. Les parties dont l'Union européenne, UE, s'engagent à faire en sorte que leurs émissions anthropiques des 6 gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto, énuméré à son annexe A, ne dépassent pas un certain quota qualifié de quantité attribuée, au cours de la première période d'engagement allant de 2008 à 2012, AR. 3.1. Mais si le résultat à atteindre est clairement défini dans le protocole de Kyoto, les moyens pour y parvenir le sont moins. Le plan d'action de Buenos Aires, établi à la 4e conférence des parties, CDP4, en 1998, a dressé un programme de travail devant aboutir à fixer des règles d'application du protocole de Kyoto à la CDP6. Le mandat du plan d'action de Buenos Aires a été effectivement rempli lors des négociations de la CDP6 bis à Bonn, en juillet 2001 et de la CDP7 à Marrakech en novembre 2001. Si le protocole de Kyoto et les accords de Bonn et de Marrakech traitaient pour une grande part des questions liées aux obligations des pays développés, fixation des objectifs d'une part et des principes permettant de les atteindre d'autre part, les accords de Bonn et Marrakech consacrent une large part de leur texte aux pays du Sud. La conférence des parties s'est réunie à 3 reprises depuis l'adoption des accords de Marrakech, la CDP 8 à New Delhi en 2002, la CDP 9 à Milan en 2003, et la CDP 10 à Buenos Aires, de nouveau en 2004. Ces conférences ont adopté plusieurs décisions qui complètent les accords de Bonn et de Marrakech sur les points précis. À ces instruments, il faut ajouter l'accord de Paris sur les changements climatiques adopté le 12 décembre 2015 sous les auspices des Nations Unies à la COP21. Il s'ensuit que le droit international des changements climatiques, DICC, est un droit récent et dynamique en pleine évolution et construction qui se situe au confluent de plusieurs autres droits,
notamment le droit de l'environnement, le droit de l'énergie, le droit du commerce, le droit de l'urbanisme, le droit des transports et le droit international public, ainsi que d'autres disciplines telles que la science économique, la science politique, les relations internationales. D'ailleurs, élément du droit international de l'environnement qui émane lui-même du droit international public, le droit international sur le climat apparaît comme un droit transversal. Certains auteurs l'ont bien montré en affirmant que le changement climatique est un problème d'environnement global, puisqu'il concerne un bien collectif planétaire, le maintien d'un système climatique jugé acceptable pour la vie des hommes en société sur Terre. D'ailleurs, ce sont les activités humaines énergétivores et irrespectueuses de l'environnement, telles que la production industrielle, le commerce, l'agriculture, les transports, les constructions bâtimentaires et la déforestation, ainsi que les modes de vie et de consommation capitalistes qui ont engendré l'origine anthropique des changements climatiques. Problème global d'environnement. Les changements climatiques ont des effets néfastes aussi bien sur tous les éléments de l'environnement, à savoir la faune, la flore, l'eau, le sol, l'air, la biodiversité, les forêts que sur les activités économiques des États, et dans toutes les régions du monde même si certaines y sont plus vulnérables. À cet effet, au terme des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, on entend par changement climatique des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours des périodes comparables. Les effets des changements climatiques sont néfastes. Il s'agit de modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme. Selon le GIEC, les variations climatiques pourraient s'empirer si tous les États, surtout les grands, les pays industrialisés émetteurs de gaz à effet de serre, GES, ne s'engageaient pas dès à présent dans la lutte contre le changement climatique. Il est déjà trop tard pour attendre. Le réchauffement planétaire est déjà palpable sur tous les continents, avec ses effets dévastateurs. L'urgence à agir n'est plus à démontrer. À chaque minute qui passe, de milliers de tonnes de GES dont le CO2, principal responsable des changements climatiques, sont émis et déversés dans l'atmosphère. De ce fait, l'espèce humaine est menacée d'extinction, de disparition tant que la tendance haussière de la température mondiale n'est pas inversée. La question de l'énergie et des technologies occupe une place centrale dans les politiques de lutte contre les changements climatiques. En effet, les solutions préconisées contre le réchauffement planétaire par les scientifiques et les politiques privilégient d'une part la réduction à défaut de l'élimination de l'usage des combustibles fossiles et d'autre part la promotion des énergies renouvelables ou durables, de l'efficacité énergétique, de technologies propres ainsi que la transformation écologique des modes de vie. Partout dans le monde, le débat sur la lutte contre la crise écologique et climatique porte sur l'économie verte et la croissance durable, participative et inclusive, ainsi que sur l'instauration des sociétés à faible émission de carbone. Dès lors, la lutte contre les changements climatiques devra emprunter une démarche multidimensionnelle, multisectorielle et pluridisciplinaire au cœur de laquelle se trouve le droit international des changements climatiques dont la vitalité dépend largement des ordres juridiques nationaux. 1.2. Le DICC, un droit applicable à l'intérieur des États souverains. À l'instar du droit international public, le droit international des changements climatiques n'est applicable que sur le territoire des États souverains. À cet effet, l'effectivité des règles juridiques internationales climatiques est une question centrale, pertinente et déterminante de la gouvernance mondiale de l'environnement et du climat. Dans le contexte de mondialisation et de pluralisme juridique, la question fondamentale qui préoccupe les juristes par rapport au droit international est son intégration dans les systèmes juridiques susceptibles de donner pleins effets aux dispositions internationales. Les rapports, hiérarchie, effet direct, applicabilité directe, primauté, entre le droit international public et les règles de l'ordre juridique interne national, sont fondés sur les théories du monisme et du dualisme et réglés par les règles constitutionnelles des États.
Le dualisme prône la dualité des deux ordres juridiques, leur indépendance. La conséquence est que pour produire des effets internes, vis-à-vis des particuliers, le droit international conventionnel doit faire l'objet d'une réception, c'est-à-dire qu'une loi doit transposer les dispositions du traité dans le droit interne. Le monisme, quant à lui, prône l'unité entre les deux ordres juridiques. En conséquence, le traité et son contenu sont intégrés au droit interne après sa ratification. En effet, le professeur Alexandre Kiss estime que la mise en œuvre des conventions environnementales ressort de la compétence territoriale des États. Obligation d'y interdire certaines activités comme le déversement de polluants dans l'air, ou de prendre des mesures prescrites par le droit international, dit pour protéger certaines espèces menacées d'extinction. Pour le professeur émérite Michel Prieur, l'interdépendance implique la solidarité et elle se traduit nécessairement par une restriction des souverainetés étatiques exprimée par l'impressionnant développement du droit international et européen de l'environnement. Il est évident que le droit international de l'environnement n'est pas le seul à restreindre la souveraineté des États. C'est le propre du droit international, dit, de limiter la souveraineté des États en leur imposant de respecter et de prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre leurs engagements internationaux. Ces mesures de traduction du dit en droit interne doivent s'appliquer sur l'ensemble du territoire de l'État et s'adresser tant aux organes étatiques qu'aux acteurs non étatiques, surtout en ce qui concerne la protection de l'environnement. Il s'ensuit que la protection internationale de l'environnement appelle un mécanisme de contrôle spécifique, en vue de s'assurer que les États se conforment à leurs obligations internationales en matière d'environnement. Dès lors, les moyens de contrôle international constituent une préoccupation scientifique pour les chercheurs dans la mesure où la multiplication des organes et institutions de contrôle, ainsi que des techniques de contrôle et la nature des sanctions semblent moins efficaces. C'est pourquoi, la mise en œuvre du droit international de l'environnement et surtout du droit des changements climatiques souffre au niveau des États. 1.3. Le DICC, un droit en souffrance de mise en application face à la réticence des États. Les difficultés de mise en œuvre du droit international du climat en droit national résultent de trois ordres: juridique, politique et socio-économique. Par nature, la mise en œuvre du droit international public dont est issu le droit international des changements climatiques repose sur la volonté des États souverains. Le droit international est marqué par le principe de souveraineté, même si les organisations internationales et le droit international peuvent constituer des limites volontaires à cette puissance suprême et non la suprématie de la puissance. Les États sont indépendants et juridiquement égaux. Pour les professeurs Combacco et Sûr, le système juridique international, interétatique, sans autorité centrale, s'oppose trait pour trait à la logique de ce qui, aux yeux des juristes, constitue le modèle exclusif de tout système juridique, celui du droit interne ou étatique. Ainsi, en comparant les deux systèmes de droit, on s'assure sans peine que les conditions réunissant en un centre unique les mécanismes juridictionnels et les sanctions ne sont pas satisfaisantes dans la collectivité des États. En effet, les mécanismes juridictionnels constituent un des traits fondamentaux du système juridique interne. En droit interne, l'État est le maître de l'organisation juridictionnelle et des garanties du respect du droit par les particuliers et par lui-même. Des organes juridictionnels sont des organes de l'État, au nom duquel ils exercent une partie de la puissance publique, même dans les instances qui opposent les particuliers entre eux. Par contre, le système juridique international, interétatique, est proprement un système anarchique, c'est-à-dire obéissant à un mode d'organisation qui ignore le phénomène du pouvoir, celui d'un autre État comme celui de la communauté que les États ou leurs peuples constitueraient tous ensemble. La différenciation interne du droit objectif dont la loi constitue le type n'existe pas en droit international, qui est celui d'une société de droit mais aussi d'une société sans loi. Il s'en dégage le principe général que ni les actes ni les faits juridiques dont les effets légaux sont prédéterminés par l'existence d'une règle objective qui les ordonne, ne produisent pas cet effet en droit international comme ils le font en droit interne. L'article 36 parag. 2 du statut de la Cour internationale de justice, CIJ, dispose à cet effet que les États partis au présent statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation,
la juridiction de la Cour sur les différents ordres juridiques ayant pour objet l'interprétation d'un traité, de tout point de droit international, la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation des apostrophes. Un engagement international. Les juridictions internationales sont ainsi à la discrétion des États. Dans un tel système, un dispositif de voie d'exécution ne peut se concevoir, car il y manque l'être supérieur aux États qui auraient la maîtrise de son déclenchement comme l'a l'État en droit en interne, ni juge pour ordonner l'exécution d'office, ni force publique pour y procéder sur sa réquisition. Le droit international est un instrument de la politique internationale, autant qu'un enjeu de cette politique. Ici, le terme politique doit être entendu dans son sens plus large, c'est-à-dire la position de la doctrine, de la jurisprudence et la pratique des sujets du droit international. Pour Michel Virali, l'ordre juridique international est une composante de l'ordre politique international. À cet effet, il existe un écart entre l'avancée normative que constitue l'affirmation d'un droit impératif, d'un ordre juridique international public, et le maintien des structures d'un système très jaloux de ses privilèges de souveraineté. Cette résistance se déteint sur l'échelle de normativité même, aussi bien sur ses normes que sur sa mise en œuvre, c'est-à-dire en termes de responsabilité ou de sanctions lorsqu'elles sont violées. Dès lors, le professeur Adama Podar estime que le droit international est non seulement un bloc normatif incohérent mais aussi et surtout, est d'une efficacité contrariée. Dans cette perspective, l'accord de Paris sur les changements climatiques, bien étant un succès historique, est déjà fragilisé par le retrait des États-Unis d'Amérique, le plus gros pollueur des émissions de gaz à effet de serre après la Chine. L'accord de Paris n'a pas réussi non plus à imposer des objectifs chiffrés juridiquement contraignants, mais se contente d'exiger des contributions nationales, le volontarisme étatique. Le principe des responsabilités communes mais différenciées ne semble pas être mis en œuvre sur des bases juridiques clairement définies. Le clivage entre le Nord et le Sud s'est exacerbé. Les puissances économiques et les lobbies industriels obstruent la lutte contre les changements climatiques. Dans ces conditions, l'engagement climatique de l'Union européenne, UE, est approprié à plus d'un titre au regard de la contrainte qu'elle peut imposer aux États membres dans la mise en application du droit international des changements climatiques. Ainsi, le choix du sujet de recherche se justifie par le fait que le droit de l'UE est juridiquement plus contraignant pour les États membres que le droit international. Ainsi, intégré au droit de l'Union européenne, le droit international influence les droits nationaux des États membres de l'UE par le phénomène de la régionalisation du droit international de l'environnement. 2. Un régionalisme juridique contraignant en matière d'application nationale du DICC. Le régionalisme juridique européen, de par sa supranationalité, revêt toutes les caractéristiques d'un véritable système juridique à l'exception de la souveraineté et de la force publique pour exécuter les décisions de justice. Il exerce au même titre que les États la fonction internationale, comme l'a souligné Hugo Flavier dans sa thèse de doctorat en droit. Il est muni d'un mécanisme juridique, institutionnel de production et de mise en œuvre de ses propres textes juridiques et du droit international, ainsi que d'un système juridictionnel, quasi et non juridictionnel de contrôle de l'application de ces normes et de sanction de leur violation. L'UE est, de ce fait, un projet politique et juridique inédit, 2.1, qui n'existe sur aucun autre continent 2.2, et dont l'engagement climatique renforce les effets du DICC en droit interne des États membres, 2.3, dont celui de la France, 2.4. 2.1. L'UE, une construction politique et juridique originale. Créée par le traité de Maastricht de 1992, l'Union européenne (UE) a, au terme des dispositions de l'article 1er du traité de Lisbonne, traité sur l'Union européenne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, remplacé les communautés européennes instituées par les traités de 1957 et leurs actes modificatifs. Elle est désormais régie par le traité sur l'Union européenne, TU, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Sans nous étendre sur la nature juridique et la qualification juridique que les juristes donnent de l'Union européenne, UE, nous retiendrons pour les besoins de notre analyse, que l'Union possède la personnalité juridique interne et internationale,
mais compte tenu de son originalité et de son dynamisme, la doctrine éprouve des difficultés à la classer parmi les catégories que connaissent le droit international et le droit interne, notamment États et les organisations internationales. D'autant que même avec le remplacement utile de la communauté par l'Union opéré par le traité de Lisbonne, l'Union continue de cumuler le volet intégration communautaire et le volet intergouvernemental, coopération. En l'absence de souveraineté, même si l'Union exerce certains attributs de la souveraineté comme l'édition des lois, la diplomatie, la justice, la monnaie, la sécurité, la défense, elle n'est pas un État du fait que l'Union n'obéit pas à l'exhaustivité des 3 critères cumulatifs d'un État, à savoir territoire, population et autorité souveraine. Même si le traité de Lisbonne a créé un poste de président permanent du Conseil européen dont le mandat est 2 ans et demi, le projet d'États-Unis d'Europe, donc d'un État fédéral, a disparu. Elle est super-étatique ou supranationale. L'Union est un espace de plus intégré dont la finalité politique est de poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. À mi-chemin entre États et organisations internationales, l'Union est fondamentalement originale. Elle est de nature post-nationale, ou post-moderne, reposant sur le dépassement ou en tout cas, le partage des souverainetés étatiques. Elle demeure une organisation dynamique, évolutive. Notre recherche retiendra comme seul élément fondamental le concept de supranationalité qui caractérise l'Union. On la désigne comme une organisation pourvue de pouvoirs réels de décision non seulement à l'égard des États membres, mais aussi à l'égard des ressortissants de ces États. Au sein de celle-ci, les États mettent en commun certaines de leurs compétences, acceptent qu'un nombre important des décisions soient prises à la majorité qualifiée, que ces décisions s'insèrent dans les ordres juridiques nationaux sans formalité particulière et qu'elles l'emportent sur les normes nationales contraires. C'est ce pouvoir de prendre des décisions obligatoires qui permet à l'Union d'élaborer une panoplie de normes environnementales qui, dans certains domaines comme celui des changements climatiques, traduisent le droit international y afférent en droit de l'Union. D'ailleurs, les accords internationaux auxquels est partie l'Union européenne font partie intégrante du droit européen de l'environnement dont la violation est sanctionnée par le juge européen. Le droit européen oblige l'UE à respecter le droit international et à contribuer à sa formation. L'article 3, paragraphe 5 du traité sur l'Union européenne prévoit que l'Union contribue au développement durable de la planète, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international. L'article 216, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, dispose que les accords internationaux auxquels est partie l'Union lient les institutions et organes européens ainsi que les États membres de l'UE. La Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, reconnaît que le droit européen a des sources externes, CJCE, 30 avril 1974, Egemen, AFF 181-73e, Rec. 449, et des sources internes. Le droit international fait ainsi partie intégrante du droit de l'Union européenne, UE. De ce fait, le droit de l'environnement de l'UE sert de relais efficace au droit international des changements climatiques. Utilisant le relais du droit communautaire et des mécanismes juridictionnels de contrôle qui lui sont attachés, les conventions internationales sont exécutées dans un contexte aussi original que complexe. Il s'ensuit que le droit de l'Union européenne, UE, est juridiquement plus contraignant pour les États membres que le droit international. Le contrôle de l'application apparaît donc comme un moyen de s'assurer que les États se conforment à leurs obligations internationales, puis de les sanctionner en cas de manquement. Le droit de l'Union européenne, UE, est donc constitué de l'ensemble des régels juridiques, droits primaires et droits dérivés, qui régissent l'Union, le fonctionnement des institutions et organes européens, ainsi que les activités de l'Union. On en distingue le droit institutionnel et le droit matériel. Au titre du droit matériel, figurent le droit de la concurrence, le droit du commerce, le droit monétaire et financier, le droit des investissements, le droit de la pêche et des activités maritimes, le droit des transports, le droit du travail, le droit de l'environnement et du climat de l'Union européenne UE. Ce droit comprend le droit primaire et le droit dérivé relatif à l'environnement. À ce droit dur, hard law,
Il faut ajouter le SOTEF-Law qui est composé d'un ensemble de documents non juridiquement contraignants, mais qui orientent la position de l'Union et guident ses activités en matière d'environnement et du climat. Il s'agit de résolutions du Parlement européen par exemple, de déclarations, de positions communes, de stratégies, de conclusions du Conseil européen, de livres verts et blancs, de communications de la Commission européenne, d'actes préparatoires à la prise d'actes juridiques, de plans et d'autres documents adoptés par les différentes institutions et organes de l'Union. En outre, il convient de préciser que le droit de l'environnement forme un bloc avec le droit des changements climatiques de l'Union. Même si le droit européen du climat est spécifique, il fait partie du droit de l'environnement de l'Union européenne. Ce droit européen de l'environnement, comme tout droit de l'environnement, est transversal et repose sur le principe d'intégration qui postule que l'environnement doit être intégré dans les différentes politiques sectorielles, ainsi que dans les programmes et stratégies de développement, les législations et les mesures, y compris dans les marchés publics. Dans une communication de la Commission européenne de 2007, l'Union européenne adopte une approche intégrée et globale des politiques de l'Union en matière d'énergie et de lutte contre les changements climatiques. Toutefois, cette transversalité qui ne fait pas perdre au droit de l'environnement son autonomie et ni aux autres politiques sectorielles leur spécificité, rejoint la définition du développement durable. En effet, dans la logique de la Commission des Nations Unies pour l'environnement en 1987, 3 éléments indissociables concourent au développement durable. Il s'agit de concilier le développement économique, le progrès social et le respect de l'environnement, auquel on a ajouté un 4e élément qui est l'aspect culturel, le respect des cultures autochtones. Il s'ensuit que les politiques économiques et sociales doivent prendre en compte les considérations environnementales et climatiques pour être durables non seulement pour les générations présentes mais aussi pour celles à venir. Ainsi, la lutte contre le réchauffement climatique planétaire s'inscrit dans le cadre du développement durable que le professeur émérite Michel Prieur qualifie d'idéologie ou nouvel Eldorado post-écologique. D'ailleurs, l'objectif 13 des objectifs du développement durable, ODD, invite la communauté internationale à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Pour confirmer cette approche globale et intersectorielle, multidimensionnelle et pluridisciplinaire de la lutte contre le réchauffement planétaire, l'article 2 de l'accord de Paris sur le climat vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de lutte contre la pauvreté. En tout état de cause, la lutte contre les changements climatiques doit intégrer plusieurs secteurs d'activités humaines. Pour le professeur Raphaël Romy, la prévention des changements climatiques suppose de limiter les émissions de gaz à effet de serre, GES, en provenance de différents secteurs d'activité économique. De ce fait, le droit de l'environnement et des changements climatiques de l'Union européenne, UE, doit irriguer le droit de ces secteurs d'activité tout comme celui-ci doit imprégner le droit de l'environnement et du climat. En définitive, le droit de l'environnement fait partie intégrante du système juridique de l'Union européenne. Il nourrit les autres droits matériels, et ceux-ci concourent à intégrer l'environnement. C'est pourquoi, la présente étude qui s'assigne comme objectif d'analyser l'influence du droit international des changements climatiques, DICC, sur le droit de l'environnement de l'Union européenne, s'intéresse à tout le système juridique européen, en utilisant toutes ses ressources et en intégrant tous les facteurs juridiques et extra-juridiques, hard law et SOTEF law, politiques et économiques. Il s'ensuit que le droit international des changements climatiques
a eu des incidences non seulement sur le droit de l'environnement de l'Union européenne, mais sur l'ensemble du système juridique européen. D'ailleurs, depuis 2007, l'Union s'est engagée à jouer le rôle de leader dans la lutte internationale contre les changements climatiques. 2.2. L'engagement climatique de l'UE comme modèle pour les autres organisations d'intégration régionale. Dans la doctrine, il est certain que l'UE est la seule invention intellectuelle et politique du XXe siècle, parce que son modèle n'existe nulle ailleurs dans le monde. Même le projet du guide libyen Mouammar Kadhafi, président du Conseil de la Révolution de la République arabe libyenne populaire et socialiste, de bâtir la Commission de l'Union africaine (UA) sur le modèle de l'exécutif européen et de créer les États-Unis d'Afrique, État fédéral, est loin de requérir le consensus politique des dirigeants africains. On comprend dès lors que l'Europe, victime des deux grands conflits mondiaux, ranime une idée historiquement avancée par l'abbé Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, 1658 à 1743, en 1713, projet de paix perpétuelle entre les nations, Jean-Jacques Rousseau, 1712 à 1778, jugement sur le projet de paix perpétuelle, Emmanuel Kant, 1724 à 1804, projet d'une paix perpétuelle, et Victor-Marie Hugo, 1802 à 1885. Il s'agit pour les pères fondateurs, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, de créer une organisation d'intégration économique et par la suite politique aux fins d'éviter de nouvelles guerres sur le vieux continent. Tandis que Jean Monnet propose la démarche fonctionnaliste de la construction européenne, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, prononce le 9 mai 1950 un discours invitant à développer un grand projet européen. Ce discours a tellement influencé la construction européenne que le 9 mai est célébré chaque année comme Journée de l'Europe. Tout compte fait, au tournant du siècle, l'Union européenne constitue l'institution politique et juridique la plus originale imaginée par l'esprit humain depuis la Seconde Guerre mondiale. Au regard des pouvoirs supranationaux, l'UE n'a d'équivalent sur aucun autre continent du monde. Et en matière de lutte contre changement climatique, l'engagement de l'UE est exemplaire même si elle est confrontée aux défis de la gouvernance multinationale et de la croissance économique qui doit devenir durable. La lutte contre les changements climatiques et la transition vers une économie sobre en carbone constituent une priorité de la politique de l'Union européenne, UE. Sur la base de sa compétence intérieure et de sa compétence externe environnementale, l'Union participe de façon croissante aux négociations climatiques multilatérales à l'échelle mondiale. De ce fait, l'UE est devenue un acteur global, chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques. En effet, après le retrait des États-Unis d'Amérique et de la Chine du protocole de Kyoto, le Conseil européen s'est engagé, en mars 2007, à faire de l'Union européenne, UE, le leader mondial de la lutte contre les changements climatiques. Ainsi, l'UE est à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis 2003, le marché européen de carbone a été créé par la directive de 2003/87 CE sur le programme communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, GES, ou Emission Trading Scheme, SCEQE ou ETS, instrument central de la politique européenne de lutte contre les changements climatiques, est une introduction parfaite du protocole de Kyoto qui a imposé à l'UE la réduction de 8% de ses gaz à effet de serre, GES, entre 2008 et 2012. En outre, l'UE a, en plus d'un corpus de hard et soft law qui s'est considérablement développé ces dernières années après l'adoption du paquet climat-énergie en décembre 2008, inséré dans le nouveau traité sur le fonctionnement de l'UE, TFUE, un article 191 qui fait référence à la lutte contre les changements climatiques. Les dispositions de cet article servent de fondement juridique à la lutte européenne contre le dérèglement climatique mondial. Bien d'autres textes relevant du droit dérivé européen ont permis à l'UE de mettre en œuvre le droit international sur les changements climatiques. De même, le droit de l'Union européenne, UE, influence le droit international des changements climatiques. Non seulement, elle a considérablement contribué à la formation et à l'évolution du droit international sur le climat, mais aussi elle s'est fortement impliquée dans les négociations climatiques multilatérales post-Kyoto, en affirmant son leadership politique à travers la prise d'actes unilatéraux,
paquet énergie-climat, susceptible d'inciter la communauté internationale et la quasi-totalité des pays du monde à adopter un accord global sur le climat qui a été conclu à Paris lors de la COP21. C'est donc compte tenu de ce que le leadership de l'UE en matière de lutte contre les changements climatiques est inédit et exemplaire, et du caractère juridiquement contraignant du système juridique européen, que nous avons choisi d'étudier l'influence du DICC sur le droit de l'UE. Il va être difficile de faire la même étude appliquée à d'autres organisations régionales. Pour autant, tout chercheur juriste peut s'intéresser à évaluer l'influence du droit international des changements climatiques sur le droit africain, droit de l'Union africaine par exemple. De même, on peut conduire la même étude à partir d'exemples d'autres branches du droit international des droits de l'homme sur les droits régionaux comme celui de l'UE, de l'UA, mais le droit international du climat est plus illustratif puisqu'il a fixé des objectifs chiffrés juridiquement contraignants pour les États parties au régime de Kyoto et engage la survie de l'humanité et la remise en cause du droit capitaliste occidental. Mais notre choix se justifie également par le fait que le droit de l'UE est juridiquement plus contraignant pour les États membres que le droit international. 2.3. L'engagement de l'UE comme facteur de renforcement des effets du DICC en droit interne. Le droit de l'UE renforce les effets du DICC sur les droits nationaux des États membres. Il est pourvu d'un mécanisme juridictionnel de contrôle et de sanction. Il comprend l'ensemble des règles des traités fondateurs, droit primaire, et celles adoptées par les institutions et organes de l'UE, droits secondaires ou dérivés, ayant force obligatoire et dont la violation est sanctionnée d'abord par la Commission européenne, gardienne de l'application du droit de l'Union et ensuite par le juge européen, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, et enfin par le juge national. En conséquence, le droit de l'UE apparaît comme un instrument d'effectivité du droit international climatique qui, par essence, ne peut être mis en œuvre que dans d'autres systèmes juridiques. En effet, entre l'ordre juridique international et le droit national, se trouve le système juridique régional en raison de la montée en puissance du régionalisme ou des organisations régionales dont l'Union européenne, UE, qui constitue non seulement une organisation régionale unique, dotée de pouvoirs supranationaux mais aussi formant une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base que constituent les traités fondateurs. Depuis l'avènement des organisations régionales, l'interaction entre le multilatéralisme global mondial et le multilatéralisme régional est prégnante au regard de l'interdépendance croissante entre les États, de la pertinence et de la globalisation accrue des problèmes d'action collective qu'aucune organisation internationale ne peut à elle seule résoudre. À cet effet, les changements climatiques constituent l'une de ces préoccupations planétaires qui nécessitent une prise en charge à tous les niveaux, à savoir international, régional, national et local. D'ailleurs, la lutte contre la dégradation anthropique de l'environnement se fonde sur le principe « penser globalement et agir localement » et traduit le fait que la gouvernance des enjeux climatiques doit s'opérer par les ensembles décentralisés contraignants comme l'Union européenne. Dans ce contexte assez complexe de gouvernance multiniveau et de régionalisation du droit, les rapports entre le droit international et le droit régional de l'Union européenne, UE, méritent une investigation approfondie. Certes, la non-réciprocité, la primauté et l'effet direct ne sont pas des notions inconnues en droit international, mais l'effet direct est l'exception en droit international. Or en droit européen, l'effet direct est la règle. L'ordre juridique européen est très particulier et spécifique puisqu'il est intégré et donc plus propice à une application uniforme au sein des États membres. Les traités ont institué un nouvel ordre juridique au profit duquel les États ont limité, dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants. Les caractéristiques essentielles de l'ordre juridique européen ainsi constitué sont en particulier sa primauté par rapport aux droits des États membres, ainsi que l'effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes. L'arrêt Costas et Enel de la Cour de justice de la Communauté européenne, CJCE, du 15 juillet 1964, opérait un détachement de l'ordre communautaire par rapport à l'ordre international,
En instituant une communauté de durée illimitée, dotée d'institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d'une capacité de représentation internationale et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d'une limitation de compétences ou d'un transfert d'attribution des États à la communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes. Pour le professeur Jean-Paul Jacquet, cité par Mathieu Pajot, le droit européen est obligatoire et supérieur aux droits nationaux. En effet, en dépit de l'abondante littérature sur le sujet des rapports normatifs entre le droit de l'UE et le droit international, la question de l'influence du DICC sur le droit européen de l'environnement reste d'actualité, notamment en ce qui concerne le système juridictionnel de sanctions qui est un critère fondamental de reconnaissance d'un système juridique. Dès lors, la réception du droit international des changements climatiques dans le droit européen de l'environnement permet de contourner toutes les difficultés relatives à l'application de ce droit, de le rendre obligatoire dans tous les 28 États membres de l'UE et dans leurs relations avec les États tiers. En effet, contrairement au droit international des changements climatiques qui ne dispose pas encore d'une véritable agence internationale de l'environnement pour garantir la mise en œuvre et l'application des traités environnementaux, ni de juridiction obligatoire pour sanctionner sa violation, le droit européen est pourvu d'un mécanisme juridictionnel de contrôle et de sanction. Il comprend l'ensemble des règles des traités fondateurs, droit primaire, et celles adoptées par les institutions et organes de l'UE, droit secondaire ou dérivé, ayant force obligatoire et dont la violation est sanctionnée d'abord par la Commission européenne, gardienne de l'application du droit de l'Union et ensuite par le juge européen, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, et enfin par le juge national. En conséquence, le droit de l'UE apparaît comme un instrument d'effectivité du droit international climatique qui, par essence, ne peut être mis en œuvre que dans d'autres systèmes juridiques. En vertu de la supranationalité et des principes de primauté et d'effet direct, le droit de l'Union européenne s'impose non seulement aux États membres mais aussi à leurs ressortissants. En effet, l'article 4, paragraphe 3 du TU prévoit qu'en vertu du principe de la coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Ainsi, le juge national chargé d'appliquer dans le cadre de sa compétence les dispositions du droit de l'UE a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant aux besoins inappliqués, de sa propre autorité, toute disposition de législation nationale même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. Les juges français doivent appliquer toutes les règles nationales et internationales. En conséquence, les traités internationaux relatifs à l'environnement auxquels l'UE est partie gagnent en effectivité en qui concerne à leur respect et leur mise en œuvre au niveau des États membres dont la France. 2.4. Le droit français, un exemple non exclusif de la mise en application nationale du DICC. Le choix du droit français pour illustrer la mise en œuvre nationale du droit de l'Union européenne en matière du climat n'est pas exclusif de tout autre exemple de pays membres de l'Union. En effet, ce choix se justifie par le fait que nous sommes en train de faire notre thèse de doctorat en droit dans une université française. De même, la France est le pays dont nous connaissons mieux le système juridique. Le système juridique béninois est par histoire d'inspiration française. Mais les raisons fondamentales de ce choix sont à rechercher dans l'engagement climatique français. La lutte contre les changements climatiques est le plus grand défi environnemental du début du XXIe siècle, et qui est d'ailleurs une priorité nationale pour la France. L'article L229A1 du Code de l'environnement énonce que la lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales. En effet, c'est sous la présidence française de l'Union européenne en 2008 qu'a été adopté le paquet législatif énergie-climat, qui est un train de mesures juridiques et politiques de mise en œuvre du droit international des changements climatiques et qui marque également l'engagement unilatéral de l'UE dans le post-Kyoto. Aussi,
c'est en France en décembre 2015 que l'accord de Paris a été conclu par les membres des Nations Unies. Depuis son élection en mai 2017, le président français, Emmanuel Macron, s'est engagé à réformer l'Union européenne et ses politiques. Qu'il s'agisse de l'adoption du plan énergie-climat ou de l'accord universel de Paris sur le climat, la France a joué un rôle important dans l'aboutissement des négociations multilatérales climatiques au niveau de l'Union et au niveau mondial. L'approche moniste du droit français renforce les effets du droit international sur le droit national. D'ailleurs, la participation de l'UE à l'adoption des conventions internationales climatiques n'exclut pas celle des États membres. Les accords environnementaux multilatéraux sont donc des accords mixtes, au terme desquels les États membres ont une double obligation à l'égard de la communauté internationale et de l'Union européenne. En effet, le droit européen du climat s'introduit de manière suffisante dans l'ordre juridique des États membres dont celui de la France. Plus de 80% de la législation française proviennent du droit de l'Union, et ce développement juridique prodigieux se remarque surtout dans le domaine du droit de l'environnement. Ainsi, au terme de l'article 291 du TFUE, l'administration française prend toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Elle applique directement le droit de l'Union européenne, droit des traités et droits dérivés, règlements et les directives suffisamment claires même si elles ne sont pas encore transposées. La transposition des directives climatiques et l'application des règlements et décisions européens, hard law, ainsi que les instruments soft law, en matière de climat ont enrichi le droit français de l'environnement. Le régionalisme européen atténue ainsi les insuffisances consubstantielles du droit international, qui n'est applicable qu'à l'intérieur des États. Il s'ensuit que le droit international des changements climatiques produit ses effets non seulement sur le droit européen et national de l'environnement, mais aussi sur l'ensemble de l'économie, de la société et des institutions. En effet, le développement du droit climatique a eu pour corollaire la réforme de l'État en France. Le bloc constitutionnel s'est élargi à la constitutionnalisation des principes du droit de l'environnement en 2004 à travers la Charte de l'environnement, qui fait partie du bloc de constitutionnalité au même titre que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 4 octobre 1958. Plusieurs auteurs dont Bertrand Mathieu, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Vanessa Barbe, maître de conférences à l'Université d'Orléans, Yann Aguilar, avocat au barreau de Paris, ont employé l'expression « constitutionnalisation du droit de l'environnement » pour signifier le fait que la Charte de l'environnement soit adossée à la Constitution. Pour le professeur Bertrand Mathieu, la Charte constitutionnelle s'inscrit dans la logique du traité européen qui stipule que la politique communautaire UE est basée sur le principe de précaution et l'action de prévention. C'est ainsi à une réception du droit international et du droit communautaire, UE, qu'est invité à se livrer le constituant français. La place occupée par les droits internationaux et européens est symboliquement exprimée par l'article 10 de ce texte fondamental qui précise que la présente charte inspire l'action européenne et internationale de la France. Le juge français a confirmé tant la valeur constitutionnelle que la portée normative de l'ensemble des dispositions de la Charte de l'environnement. Selon une formule suffisamment solennelle pour être relevée, et retenue aussi bien par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d'État, les dispositions des différents articles de la Charte, comme l'ensemble des droits et devoirs qui y sont définis, ont valeur constitutionnelle et s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétences respectifs. La Charte de l'environnement, en consacrant la constitutionnalisation du droit de l'environnement, induit implicitement la constitutionnalisation du droit du climat. Sans prendre parti, le débat entre ceux qui estiment qu'il est inutile d'inscrire le climat dans la Constitution en révisant les articles 1er et 34, et ceux qui sont pour cette modification de la loi fondamentale est édifiant. Les premiers estiment que la Charte de l'environnement a déjà constitutionnalisé le climat. Pour Arnaud Gossman, avocat spécialisé en environnement, le terme climat ne figure pas en tant que tel dans cette charte, mais il y est implicite. En effet,
La Charte de l'environnement énonce dans son article 1er que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Et l'article 6 stipule que les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. Or, la lutte contre le changement climatique relève clairement d'une politique de développement durable. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.